Ma faiblesse et ma désespérance m'avaient fait oublier la surhumaine habileté de Fangar. Le chef aériste connaissait l'atmosphère comme un poisson connaît l'eau, utilisant alternativement ou simultanément la vitesse acquise qui était en nous et notre vitesse de chute, déplaçant au moment propice notre centre de gravité, il réussit ce qui, pour tout autre que lui, eût été impossible. Il nous fit décrire plusieurs cercles concentriques d'un diamètre de plus en plus court et parvint à prendre contact avec le sol sous un angle très réduit. Malgré cela, le choc fut encore d'une très grande violence. Les parois de la lentille de métal, déformées par la secousse, éclatèrent. Mais nous étions indemnes. Fangar, non sans peine, se dégagea et m'aida à sortir de l'appareil. Mes membres étaient tellement ankylosés qu'il dut me soulever comme un enfant et me traîner en quelque sorte hors de l'engin. C'était la nuit. Les étoiles scintillaient dans le ciel noir. Au loin, vers le nord, je distinguais la lueur blafarde qui enveloppait Hila, d'une buée laiteuse, et la silhouette à la fois massive et aiguë de la pyramide du Grand Conseil. Nous devions être à environ 50 km de la grande cité, mais encore en dedans des pylônes protecteurs. « Nous ne sommes pas encore sauvés, dis-je à Fangar, mais je ne vous en remercie pas moins de votre dévouement. Au moins, si je meurs, ce sera à l'air libre et sans avoir à supporter les horribles tourments qui sont ma vie depuis que Grosset est venu me prendre pour m'enfermer dans les oubliettes. Grosset est avec nous. C'est lui qui m'a révélé où vous étiez. Cette nuit, tout à l'heure, profitant de ce que le Grand Conseil était en séance, j'ai pris un obus volant et je me suis laissé tomber dans la cage de l'ascenseur, conduisant aux oubliettes numéro 3. Car vous étiez dans les oubliettes réservées aux criminels qui doivent vivre. Rare devait avoir des raisons de vous ménager. Enfin, avec l'obus volant, j'ai écrasé l'ascenseur et l'homme singe qui le manœuvrait, et grâce à un chalumeau à oxygène, j'ai coupé les gonds de la porte de votre cachot. Voilà tout. Et s'il m'est, ne pus-je m'empêcher de m'exclamer, sans penser à remercier mon sauveur. « Ma fille, en avez-vous des nouvelles ?»« Rien, Seigneur Xé. Tout pas où. Nul ne sait où il est. Mais ne restons pas ici. Nous n'allons pas tarder à être recherchés. D'un moment à l'autre vont apparaître d'autres obus volants. Dès que Rare aura fait rétablir les ondes, il veut nous laisser le temps de nous écraser sur le sol. Venez. Où allons-nous ? Murmurai-je désemparé. Nous allons essayer de regagner Hila. Nous nous cacherons chez Houle, l'ingénieur chargé de la surveillance des machines à sang. Il est des nôtres. Grosset viendra nous y retrouver aussitôt qu'il le pourra. Je ne répondis pas. Nous nous éloignâmes des débris de l'obus volant. Nous avancions à pas lents, car je pouvais à peine me soutenir, et me traînais plus tôt que je ne marchais. Sans Fangar, je serais tombé à chaque pas. « Et la guerre contre Nour ?» demandai-je. « Les préparatifs continuent. Depuis 15 jours, Rare a pris le pouvoir absolu. 4 membres du Grand Conseil ont été trouvés foudroyés, sans qu'on sache comment. Mais tout le monde a deviné d'où venait le coup. La terreur règne. Personne n'ose bouger, d'autant plus que tout le monde se sent surveillé par la police de Lim. D'un moment à l'autre, nous allons fondre sur les Nouriens. Mais, interrompis-je, depuis combien de temps suis-je prisonnier ? 7 semaines exactement, Seigneur Xé. Je restais sans réponse. 7 semaines, presque 2 mois. Je ne m'étais pas rendu compte de la fuite du temps dans ma cellule. Je n'aurais pas été plus étonné si Fangar m'avait dit 7 ans ou 7 jours. Et Silmé, qu'était-elle devenue pendant ces 7 semaines ? Morte ou vivante ? Fangar ne savait rien. Nul ne savait rien. Nul sauf Rare. Nous continuâmes d'avancer en silence. Autour de nous, c'étaient des champs de canne à sucre et de maïs. Pas une seule habitation humaine. Nous marchions avec peine. Fangar non seulement devait me soutenir, mais n'étant plus habitué à marcher sur un sol naturel, il peinait visiblement.
Ici où nous étions, les effets de la pesanteur se faisaient sentir sans nulle atténuation. « Il faut supprimer Rare », murmurai-je enfin. « Il le faut, ou nous sommes tous perdus. Et Hila est perdu avec nous. Grosset est de cet avis, et Houle aussi, et Fougue également. Et il y a bien d'autres citoyens qui pensent comme nous, mais personne n'ose manifester ses sentiments. Chacun craint de ne pas se réveiller le lendemain. Les partisans de Lim et de Rare, seuls, haussent la voix et ne trouvent pas de contradicteurs. « Nous vaincrons, répétai-je. Fangar ne répondit pas. Nous avançâmes. Peu à peu, ma robuste constitution aidant, je sentais mon sang circuler plus activement dans mes veines. Mes jarrets se raffermissaient. Bientôt, aidé d'une canne à sucre que Fangar coupa pour moi, je pus marcher sans m'appuyer sur le chef aériste. Mais brusquement, je perçus de faibles vibrations. Je levai la tête. Une douzaine d'obus volants, divisés en 3 groupes, glissaient dans le ciel étoilé. Ils avançaient en traçant des lignes courbes, tantôt paraissant prêts à s'écraser sur le sol, puis se redressant, piquant droit vers le zénith. De la partie inférieure de chacun d'eux, un cône de lumière verte, éblouissante, jaillissait et formait sur le sol de larges ovales de clarté qui se déplaçaient avec une vitesse vertigineuse. Sans avoir besoin de prononcer un mot, nous nous jetâmes sous les cannes à sucre à travers lesquelles nous marchions. Immobiles, étendus sur le sol, dans les herbes, nous sentîmes se poser sur nous la nappe de lumière. Les aéristes ne nous virent pas. Ils passèrent, mais à moins d'1 kilomètre en avant de nous, un des obus volants descendit et décrivit une courbe hardie qui le fit passer à moins de 15 mètres du sol. Il rasa les cimes des cannes à sucre. Enfin, le dernier des engins volants disparut. Nous nous relevâmes. Heureusement que ce sont des hommes singes qui manœuvrent les obus. Des Iliens nous eussent découverts, murmura Fangar. En tout cas, ils savent maintenant se servir admirablement de leurs appareils. Ces brutes. Ils vont certainement retrouver l'obus volant qui nous a servi à fuir, pourvu qu'ils ne suivent pas notre piste. Allons, dis-je. Nous avançâmes en silence. Comme moi, Fangar craignait malgré tout que quelque obus volant ne fût monté par un aériste et ne contint un microphone qui aurait pu enregistrer nos paroles. Ce ne fut qu'après quelques minutes que nous recommençâmes à causer, ou plutôt à échanger quelques courtes phrases sur ce qui se passait à Hila. J'appris ainsi que Rare avait caché mon emprisonnement et que très peu d'Iliens se doutaient de l'imminence de la guerre contre Nour. Rare, avec son terrible génie, voulait avoir l'avantage de la surprise sur les Nouriens. Jusqu'au matin, nous marchâmes. Au jour, nous nous cachâmes au bord d'une petite rivière parmi les bambous. Quelques noix de coco ramassées dans l'herbe nous soutinrent. Et nous dormirent chacun à notre tour jusqu'à la nuit. À quoi bon m'étendre sur nos aventures ? Nous réussîmes à surprendre 2 des miliciens chargés de la surveillance terrestre des pylônes entourant Hila. Nous les tuâmes, prîmes leurs uniformes, et à la faveur de la nuit pûmes entrer en ville sans avoir été suspectés ni reconnus. Cela nous fut d'autant plus facile que depuis plus de 3 ans, la paix régnait à Hila. Les Nouriens, après l'éclatante victoire que j'avais remportée sur eux, entretenaient avec nous d'excellentes relations. Et Rare avait tout fait pour faire régner, aussi bien à Hila que chez les autres nations, l'illusion que nous étions pacifiques. Nous atteignîmes les terrasses vers 11h du soir, alors qu'elles étaient à peu près désertes. Un ascenseur nous descendit au-dessous des fondations des maisons à 101 étages, devant une des 3 galeries obliques conduisant aux machines à sang. Les 2 factionnaires qui veillaient devant la porte ne nous reconnurent pas, car nous avions eu soin, à l'aide de fausses barbes et de perruques emportées par Fangar, de changer complètement notre physionomie. « Conduisez-nous immédiatement à l'ingénieur Houle. Urgent !» ordonna Fangar à un des factionnaires. L'uniforme de milicien,
dont comme moi le chef aériste était revêtu, et surtout le ton impératif avec lequel il parla, convainquirent le factionnaire qui appuya sur un bouton actionnant une sonnerie. Nous connaissions, Fangar et moi, ce qui allait se passer. Nous savions qu'un des surveillants techniques des machines allait arriver et nous conduire devant l'ingénieur Houle. Ce fut en effet ce qui advint. Moins de 5 minutes plus tard, après avoir traversé une étroite galerie dont les murailles pouvaient, en cas de péril, se rejoindre instantanément et écraser les imprudents qui s'y seraient trouvés, nous passâmes dans 3 salles différentes, des salles au plancher mobile s'ouvrant en cas de besoin, sur les cuves remplies d'acide rejetées par les machines à sang, et pénétrâmes dans le bureau de l'ingénieur Houle. Une haute crypte, d'un diamètre de 4 mètres à peine, et dont la voûte était à une dizaine de mètres du plancher. Contre les parois de marbre blanc, des niveaux de cristal étaient fixés, côte à côte, avec des ampérimètres et d'autres appareils de mesure. De longues aiguilles, placées dans des cadrans à l'intérieur desquels régnait le vide absolu, tremblotaient précipitamment et incessamment. Elles indiquaient le nombre de vibrations émises par les machines à sang. Dans un long tube vertical, en cristal bleuâtre, un étrange liquide d'un rose opalin bouillonnait sans cesse, en dégageant une sorte de phosphorescence. Au centre de la crypte, devant une petite table d'ébonite, l'ingénieur Houle, un petit homme chauve, au crâne pointu, au nez écrasé, chaussé de lunettes rondes, était assis et compulsait des papiers. Il leva la tête, nous vit et nous reconnut. Du geste, il congédia le surveillant qui nous avait accompagnés. Puis, se levant, il alla refermer lui-même la porte de la crypte. Il s'approcha alors d'un des appareils fixés à la paroi et tourna légèrement une manette. Un léger crépitement, semblable à celui que produirait une série de clapets précipitamment ouverts et refermés, retentit. « Ce n'est rien », expliqua Houle en se tournant vers nous. « Les vibrations sont à 0. Nul ne peut nous entendre. »« J'ai dû abandonner l'obus volant, » répondit Fangar. « Mais nul ne se doute de notre présence à Hila. Les hommes singes envoyés à notre poursuite sont passés au-dessus de nous sans nous voir. »« Tout est bien. La guerre est déclarée ?» demandai-je à l'ingénieur. « Oui. Demain, 700 obus volants vont aller déverser chacun leur bombe asphyxiante sur Nour. Et en même temps, d'autres machines montées par des aéristes détruiront une partie de Nour, en y laissant tomber une parcelle de pierre zéro. C'est Gadul qui conduira l'expédition, à la place de Fangar qui a été mis hors la loi. »« Et l'armée, qui la commande ?» demandai-je. « Vous, Seigneur Xi. Du moins, Rare n'a pas encore fait connaître ni que vous étiez destitué, ni le nom de votre successeur. »« Et Tupaou, et ma fille Silmé, avez-vous quelques nouvelles ?»« Aucune. Mais ce que je sais, c'est que Rare est plus méfiant que jamais. Il ne communique plus avec le Conseil suprême que par téléphone magnétique. Nul ne peut plus pénétrer dans la pyramide centrale. Et Lim a quadruplé sa police, dont les membres ont reçu des instructions secrètes et implacables. Grosé, que j'ai vu ce soir, m'a expliqué que la milice reste à Hila et doit exécuter cette nuit un grand nombre de perquisitions sur les indications de Lim. Même ici, Seigneur Xi, et vous, Fangar, vous n'êtes guère en sûreté. Il se peut que Lim vienne. »« Que faire alors ?» demandai-je. « Je ne vois qu'un moyen. Si vous consentez à l'employer, Seigneur Xi, vous cachez dans les étables. J'y ai fait pratiquer une sorte de niche il y a 1 an, qui est connue de moi seul. Elle servait à entreposer certaines armes dont je m'étais muni. Car à cette époque, je craignais d'être mal en cour auprès de Rare. Il paraît que je m'étais trompé. Depuis d'ailleurs, j'ai imaginé d'autres moyens de défense, et la cachette est vide. »« Allons, dis-je. » Houle eut une petite inclinaison de tête. Il nous regarda tous deux, Fangar et moi, et après un instant de silence murmura « Venez !» Derrière lui, nous sortîmes du bureau, et par un long couloir, arrivâmes devant une porte basse, plus large que haute. Houle en ouvrit un des battants. « Il y a 5 marches !» nous prévint-il. À sa suite, nous pénétrâmes dans une immense salle oblongue où régnait une affreuse odeur de sang et d'acide.
Une centaine d'hommes singes, revêtus d'un simple caleçon de grosse toile, s'agitaient, sous la direction de contremaître Ilien, autour de machines compliquées. Des sifflements, des claquements de clapets, des gargouillements, des glougloutements se mêlaient, formant un ensemble assez comparable au bruit de la mer. 4 tuyaux d'un diamètre d'environ 50 cm étaient posés horizontalement sur des bâtilles articulées. Ces tuyaux, à l'extrémité desquels aboutissaient les conduits amenant le sang des abattoirs, étaient animés d'un mouvement spasmodique de déglutition. Ils se contractaient, s'amincissaient, grossissaient, et l'on pouvait deviner en quelque sorte comment le sang les emplissait et y circulait. À l'extrémité opposée à celle par laquelle entrait le sang, les tuyaux se terminaient par une véritable forêt de conduits capillaires, qui se perdaient dans d'énormes boules rouges percées de milliards de petits trous, où une aiguille aurait eu de la peine à passer. Ces sphères, qui ressemblaient assez à des blocs d'éponge, étaient animées d'un lent mouvement de rotation. Autour d'elles, des cylindres tournaient en sens inverse en les frôlant. Et des éponges rouges, un liquide semblable à de l'ambre, jaune et épais, coulait doucement et allait tomber sur des disques de verre et de cuivre, tournant à toute vitesse, à plus de 20 000 tours à la minute. De chaque côté de chacun de ces disques, des plaques de métal enduites de radium étaient disposées, de façon à les soumettre à un véritable bombardement atomique qui désagrégeait les particules de sang et les désintégrait. D'autres machines composées de longs tubes d'une matière semblable au cristal captaient les émanations ainsi produites et les envoyaient dans des condenseurs situés à l'étage supérieur, d'où elles étaient distribuées aux Iliens, au moyen de courants physio-électriques. Les hommes singes, tous des colosses, ce qui se comprenait aisément, car sans s'en douter, ils profitaient des effluves des mystérieuses machines, s'agitaient autour des tuyaux, des éponges, des condensateurs, ouvrant des robinets, manipulant des leviers, et tout cela dans un silence presque absolu. Leurs faces cameuses exprimaient une tranquillité bestiale. Ils ne se retournèrent même pas à notre passage. Je m'imaginais les mêmes machines gorgées de sang humain, et un hoquet d'horreur et de dégoût me souleva le cœur. Je regardais l'ingénieur Houle. Il était placide, et, comme s'il nous eût oubliés, adressait une observation à un des surveillants techniques. « Attention aux radiations 2 !» l'entendis-je dire. « Les globules se désintègrent trop rapidement. Il y a de la perte. Je reverrai vos diagrammes tout à l'heure. » Et sans écouter les explications que l'homme tentait de lui fournir, il passa. Arrivés à l'extrémité de la vaste salle, nous franchîmes une porte et pénétrâmes dans une pièce aux parois de plomb, où se tenaient une douzaine d'hommes singes sous la direction d'un contremaître. Plusieurs grandes auges parallèles, recouvertes de capots de verre, y tenaient presque toute la place. Ces auges reliaient les abattoirs aux machines à sang. C'était dans ces conduits que passait le sang. Une température de 37 degrés 5 dixièmes y était constamment maintenue au moyen de l'électricité, de façon que le sang conservât sa chaleur naturelle jusqu'à son arrivée dans les machines. Une surveillance de tous les instants était nécessaire pour empêcher le sang de s'échauffer ou de se refroidir. De plus, d'autres courants, dont le réglage était l'œuvre de savants du Conseil suprême, parcouraient les auges et empêchaient les globules rouges du sang de perdre leur vitalité. Il passait dans les auges, ce sang, à une vitesse vertigineuse, à la même vitesse que celle dont il était doué lorsqu'il circulait dans les veines et les artères des singes et des porcs auxquels il avait appartenu. Nous passâmes, et par un long couloir arrivâmes dans les étables, où porcs et singes étaient parqués séparément. Tous étaient en excellent état de santé. Des vétérinaires dosaient leur nourriture, leur boisson, leur repos. Chaque matin et chaque soir, les animaux qui avaient moins de 15 jours à vivre, c'est-à-dire
dont le sacrifice était décidé et fixé, étaient soigneusement visités et leur sang analysé. Le nombre de globules rouges qu'ils devaient contenir par centimètre cube était rigoureusement fixé suivant les saisons par les physiologistes et les biologistes du Conseil suprême. Nous atteignîmes l'extrémité de l'étable et entrâmes dans une sorte de cellier rempli de fruits, légumes et autres végétaux en conserve, destinés à la consommation des animaux. Houle, ayant refermé la porte pour être certain de ne pas être observé, déplaça une armoire et, au moyen d'une brique mobile encastrée dans la corniche, fit pivoter un pan de muraille découvrant une vaste cavité, ou plutôt une véritable chambre carrée de 3 mètres de côté et de 2 de hauteur, juste de quoi se tenir debout. Mais l'on pouvait s'y étendre, et pour moi, c'était le principal. Les courants osmotiques traversent les murailles. Vous ne risquez donc pas de périr d'inanition, nous expliqua Houle. Je vous apporterai des matelas dès que cela me sera possible. D'ailleurs, Crozet doit venir d'un moment à l'autre. Peut-être trouvera-t-il une combinaison pour avancer nos projets. Demain, tout le monde à Hila connaîtra l'état de guerre. Et je pense que Rare en profitera, afin d'exciter l'enthousiasme, pour annoncer son invention et faire savoir aux Iliens qu'il ne dépend que d'eux de voir leur existence prolongée d'1 siècle. Excepté, naturellement, ceux qui seront asphyxiés, foudroyés, tués, écrabouillés pendant cette guerre. Mais cela, il n'est nul besoin de le dire. Chacun espérera que c'est le voisin qui sera tué. Houle eut un ricanement sarcastique qui me fit froncer les sourcils. Encore un de ces savants confinés dans leur science, dépourvus d'idées générales. Il ne comprenait pas que toute grande œuvre, bonne ou mauvaise, exigeait des victimes. Tout en détestant et en exécrant l'infâme Rare, je ne l'oubliais pas, moi. « Restez donc ici, et ne faites pas de bruit, » conclut l'ingénieur. « Je vous quitte. Crozet peut venir d'un moment à l'autre. » Et sans attendre de réponse, il sortit. Le panneau de muraille reprit sa place. Nous étions prisonniers. Prisonniers d'un ami, mais prisonniers quand même. En tout cas, comme l'avait dit Houle, nous pouvions nous étendre. Depuis des jours et des jours, j'avais gardé mes jambes repliées. Je me laissais presque tomber sur le dallage et avec délice, allonger mes jambes courbattues. Fangar prit place à mes côtés. Dans les ténèbres, nous causâmes à voix basse. J'exposais mes projets au chef aériste. Quelles que fussent les nouvelles qu'allait nous apporter Crozet, j'étais bien décidé à entamer la lutte contre Rare, et sans attendre. Je sentais mon sang bouillonner à la pensée que le misérable vieillard tenait ma fille en son pouvoir, que peut-être il l'avait fait assassiner. Mais la fatigue, l'épuisement sont plus forts que le chagrin et l'inquiétude. Sans m'en rendre compte, je m'endormis. Une forte secousse me réveilla. J'ouvris les yeux, je me dressai. L'ingénieur Houle, accompagné de Crozet, le chef de la milice, et du vieux Fougue, le membre du Conseil suprême que j'avais vu tenir tête à Rare, était devant moi. « Levez-vous, vite! Rare veut vous voir. »« Rare !» m'écriai-je, stupéfait et me croyant trahi. « C'est une plaisanterie, je pense. »« Non !» intervint le vieux Fougue. « Rare vous fait rechercher, mais ce n'est pas pour vous faire du mal. Vous savez, le chef des appareils électriques. Il a déserté. Il s'est emparé d'un obus volant et s'est rendu à Nour. Il emporte un fragment de pierre zéro qu'il a réussi à se procurer. Il préparait son coup depuis longtemps. Cette nuit, il a interrompu tous les courants, brouillé toutes les vibrations. Il a coupé et ouvert la porte triple du caveau où est enfermée la pierre zéro. C'est Yeloug qui s'en est aperçu. Il manque près d'1 kilo de pierre zéro. De quoi détruire il a. Et Ilg est au courant de nos desseins sur les Nouriens. Il connaît l'invention de Rare. Il ne manquera pas de révéler aux Nouriens que nous comptons les obliger à nous livrer plusieurs milliers des leurs pour être sacrifiés. Houle sait comment. Sobrement, Houle fit un petit geste de la tête.
Et Hilg connaît le maniement de la pierre 0 demandai-je. Non, certainement non, assura le vieux Fougue. Seul Rare connaît le nombre exact de calories nécessaires à désintégrer la pierre 0 et à produire la dissociation de la matière environnante. Mais avec des expériences, des recherches, les Nouriens trouveront. Oui, je comprends, murmurai-je. Mais que puis-je à cela? Et que me veut Rare? Que vous preniez le commandement de l'armée et dirigiez les opérations, lesquelles devront être aussi rapides que possible, afin de ne pas laisser aux Nouriens le temps de découvrir le secret de la pierre 0. Je ne répondis pas. Successivement, je regardais les hommes qui m'entouraient. Je pouvais me fier au vieux Fougue, à Grosset, à Houle. Houle m'avait caché. Grosset avait aidé Fangar à me faire évader. Et puis si ces hommes eussent voulu me trahir, ils n'auraient eu qu'à révéler ma cachette à Rare qui m'aurait facilement fait arrêter pendant mon sommeil. « Je suis prête à tout pour ma patrie, » dis-je. Mais il est entendu que Fangar, ici présent, ne pourra en rien être inquiété pour ses actes, et restera à ma disposition. Que Xier se présente à moi. Je suis prête à lui accorder tout ce qu'il demandera, à moins qu'il ne se rende compte lui-même que c'est impossible, a dit Rare. Et je le crois sincère, déclara Fougue. Rare est sincère quand son intérêt le veut, répondis-je. Quoi qu'il en soit, je suis prête à me rendre chez lui. Je vais vous guider, fit Fougue, afin que l'on ne puisse savoir d'où vous venez. Fangar viendra avec moi. Comme vous voudrez. Suivez-moi, le temps presse, conclut le vieillard. Je regardais Fangar, ou les Grosset, et compris qu'ils étaient complètement d'accord avec Fougue. Je m'inclinai et pris le bras de Fangar. Guidés par Fougue, qui connaissait les moindres détails de l'infrastructure d'Ila, nous franchîmes d'innombrables couloirs. Nous passâmes à travers les anciennes mines de métal par excellence, aujourd'hui abandonnées parce que épuisées, et finalement nous débouchâmes sur les terrasses. Lim, debout à quelques pas du puits contenant l'ascenseur qui venait de nous amener, s'inclina en ricanant devant nous. « Ce n'était véritablement pas la peine, Seigneur Fougue, de vous fatiguer ainsi à excursionner dans les souterrains d'Ila avec le Seigneur Xier, dit-il d'un ton à la fois moqueur et respectueux. Cela vous a fait perdre du temps et a obligé le grand Rare à attendre. Vous venez des étables et vous n'avez vraiment pas pris le chemin le plus court. Si c'est une leçon, maître Lim, gardez-la pour d'autres. Nous n'avons que faire de vos phrases. Si le grand Rare vous a ordonné de nous épier, nous le saurons. Sinon, nous demanderons un châtiment pour vos actes. Inutile de nous accompagner. » Lim tranquillement s'inclina. Il avait écouté sans broncher la diatribe du vieux Fougue. Il resta immobile, cependant que par les terrasses, nous nous dirigions vers la pyramide du Grand Conseil. Il pouvait être midi. Les terrasses étaient désertes. De loin en loin, de larges coupoles de métal les bossuaient. Elles venaient d'être mises en place pour abriter des bombes aériennes les miroirs paraboliques chargés de capter chaleur et lumière solaire et de les envoyer au condensateur. Nous pénétrâmes dans la pyramide. Je remarquai que la garde d'hommes-singes avait été au moins doublée. Arrivés au-dessus de la salle du Grand Conseil, nous pénétrâmes dans une chambre affectant la forme d'un cylindre haut de 7 mètres et d'un diamètre de 2 à peine. Les 2 policiers qui nous avaient guidés se retirèrent, cependant que la porte du cylindre se refermait derrière eux. Nous n'étions pas prisonniers, car la moitié du plafond, un demi-cercle, descendit lentement vers nous. Nous n'eûmes que le temps de reculer sous la partie immobile. Le demi-cercle, doucement, se posa sur le plancher. C'était une plateforme sur laquelle nous prîmes place. À peine nous étions-nous installés qu'elle commença à s'élever. Lorsqu'elle s'arrêta, nous nous trouvâmes au centre d'une petite crypte aux parois de métal lumineux et dans laquelle 4 hommes singes armés de bombes foudroyantes se tenaient. Ils avaient des ordres. L'un d'eux appuya sur un bouton de métal encastré dans la paroi. Une porte s'ouvrit. Nous la franchîmes, traversâmes une petite antichambre vide
vîmes une autre porte s'entr'ouvrir devant nous et arrivâmes enfin dans le cabinet de Rère. C'était la première fois que je pénétrais dans le cabinet de travail du maître Dila. Je ne sentais plus ma fatigue, d'abord parce que je m'étais reposé, et aussi parce que, grâce au plancher annihilateur de la pesanteur, je n'avais eu que peu d'efforts à déployer pour marcher. Sans bruit, la porte s'était refermée derrière nous. Nous étions seuls avec Rère dans une sorte de casemate sans fenêtre, uniquement éclairée par les radiations de lumière froide émanant des murailles. Rère était assis dans un petit fauteuil de métal devant son bureau. Derrière lui, sur des rayons de pierre dure, d'innombrables dossiers reposaient. À ses côtés, sous des abris de cristal, de nombreux appareils enregistreurs étaient fixés. Grâce à eux, Rère pouvait entendre ou voir ce qui se disait ou ce qui se passait dans une partie quelconque d'Ila, que ce fût dans les mines de métal par excellence, dans les habitations ou dans les salles des machines à sang. Des cadrans enregistreurs placés derrière lui le renseignaient sur le fonctionnement des innombrables machines assurant la vie à Ila et aux Iliens, que ce fussent les machines à sang ou les moteurs à radium. Sans bouger, il savait tout, était au courant de tout. Rère nous regarda longuement, Fangar et moi. « Je n'aime pas les traîtres, » dit-il à Fangar. « Ne répondez pas. Vous étiez l'ami de Xié, mais vous étiez le chef des Aéris d'Ila, et ceci passait avant cela. Passons, j'ai besoin de Xié. Il a besoin de Xié. Foug vous a mis au courant, je présume. Très bien. Ila peut-elle compter sur vous, Xié? Un danger mortel la menace. Causé par vous, ne pus-je m'empêcher de rétorquer. Rère fronça imperceptiblement ses sourcils gris et touffus. Nous ne sommes pas ici pour régler nos affaires, ni exprimer nos sentiments et nos opinions. Il a besoin de tous ses enfants. Et j'ai songé à vous, Xié. Voilà le fait. Répondez. Je me tiens à la disposition de ma patrie. Je ne vous demande que cela. Votre fille est vivante. Elle va vous être rendue. Elle est guérie et épousera Tupaou, mon petit-fils, dès la fin victorieuse des hostilités. Ainsi vous aurez l'esprit libre. Sans paraître voir mon émotion, Rère se retourna et fit pivoter un des rayons sur lesquels étaient entassés les dossiers. En se retirant, le meuble démasqua une porte. Celle-ci s'ouvrit. Silmé se jeta dans mes bras. Rère avait dit vrai. Ma fille adorée était guérie. Mais le cerne de ses yeux, la pâleur de ses joues disaient assez les épouvantables angoisses qui avaient été siennes. Tupaou se tenait derrière elle, un sourire un peu mélancolique aux lèvres. Pas de scène de famille ici, Xié. Envoyez ces enfants chez vous, vous les verrez tout à l'heure. Et convenons du plan de campagne. Les minutes qui s'écoulent valent des siècles. Malgré moi, j'admirais le sang-froid de Rère. Sans répondre, je serrais éperdument mon enfant contre ma poitrine. Enfin, Silmé et Tupaou sortirent. « Êtes-vous calmés et pouvons-nous commencer la discussion ?» me demanda Rère. « Oui, je pense. Très bien. Fangar, sortez. Je vous ferai revenir au moment venu. Foug, je regrette, mais il me faut être seul pour causer avec Xié. » Les deux interpellés, sans mot dire, passèrent la porte qui s'était automatiquement ouverte devant eux. 2 heures durant, nous conversâmes, Rère et moi. Je ne peux dénier à cet infâme une clairvoyance et une lucidité dignes de l'enfer. Je lui soumis mes plans. Il me fit des objections, la plupart justes. Il m'indiqua des modifications opportunes. Finalement, nous tombâmes d'accord. Fangar et Foug furent rappelés. Rère leur exposa nos décisions, mais sans entrer dans les détails et en cachant certains projets dont nous attendions merveille. Je me retirai peu après, afin de tout faire préparer pour une offensive foudroyante.
Dans les couloirs de la pyramide, je rencontrai Lim. L'espion de Rare me salua humblement. Il me sembla qu'il me laissait un regard moqueur. Pendant tout le reste de la journée, je me multipliais, sans avoir un seul instant pour voir ma fille. En compagnie de Fangar, je fis monter les obus volants sur les terrasses, cachés sous des tentes. L'ingénieur Houle, conformément aux ordres de Rare, mit en marche les 2 machines à sang de réserve, de façon à suralimenter les guerriers d'Ila. Les tablettes d'air respirable solidifiées furent placées dans les bouilleurs, de façon que toutes les ouvertures pussent être bouchées, sans que pour cela les habitants d'Ila, enfermés dans les étages souterrains, en souffrissent. Les grandes machines volantes, qui ne devaient agir qu'après le premier effet de surprise obtenu par les obus volants, furent apprêtées. Et je pus enfin rejoindre Silmé. Je ne devais pas rester longtemps avec elle.